Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Cherifla Télévision. Merci de votre constante fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire sans langue de bois. Notre pays, le Mali, vit depuis 2012 une des plus grandes crises de son existence. Pourtant, d'innombrables efforts sont consentis de jour comme de nuit pour endiguer cette phase critique qui n'a de cesse cliver le champ politique et fragiliser les institutions de la République. Alors, un des ressorts sur lesquels le pays s'appuie pour rebondir afin d'amorcer réellement sa stabilité socio- et économique semble être, je dis bien semble être, le dialogue national inclusif initié par les autorités actuelles. Quels sont les grands enjeux du dialogue national inclusif, ses zones d'ombre, sa mise en œuvre, sa finalité? C'est exclusivement ce dont on va parler dans votre émission sans langue d'aujourd'hui. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mahamadou Keïta. Il est le représentant de la plateforme Anko Malidron. Bonjour Monsieur Keïta. Bonjour Monsieur Diarra. Bienvenue. Merci, tout le plaisir est pour moi d'être sur votre plateau cet après-midi. Et à ma gauche, nous avons un autre invité, Monsieur Chaka Diarra. Il est conseiller technique à la primature. Merci d'être venu sur le plateau de Sans langue de bois, Monsieur Diarra. Merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Merci. Et nous avons un autre invité qui est certainement connu des plateaux TV, en tout cas au plan national. Lui, c'est Baba Dakono. Il est chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Bamako. Bonjour, Monsieur Dakono. Bonjour. Ça va? Je vais bien, merci. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et enfin, nous avons une quatrième personne invitée qui s'appelle Amadou Bokar Teguete. Il est le vice-président du Conseil national de la société civile. Bonjour, Monsieur Teguete. Bonjour, Monsieur Diarra. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, comme je viens de vous le dire, après l'installation des facilitateurs du DNI, qu'on appelle le dialogue national inclusif, le 23 juin dernier par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, il s'agit des membres du triumvirat qui sont Baba Akib Aïdara, Ousmane Issoufou Maïga et Aminata Draman Traoré, et d'un président du comité d'organisation, son Excellence Cheikh Sidi Diarra, pour la préparation matérielle et scientifique du dialogue politique. Alors, le processus est à présent enclenché, il est en cours d'exécution. Quelles sont, selon vous, les réelles entraves à la bonne marche du dialogue après le lancement officiel des concertations au niveau régional et communal? Je commencerai certainement par Monsieur Keïta, à ma droite. Merci, Monsieur Quelles Diarra. sont, selon vous, les réelles entraves? Merci, Monsieur Diarra. Le dialogue national politique inclusif, par la suite qui est devenu dialogue national inclusif, c'est une quête des hommes et des femmes, des partis politiques, des groupements de partis politiques et des personnalités indépendantes au regard de la grave crise multidimensionnelle que d'autres pays traversent. Et c'est la crise la plus profonde et la plus dangereuse de l'histoire contemporaine de notre pays, qui risque même de faire disparaître ce pays et de nous faire perdre notre nation. Ça a été enclenché par les autorités. Ils ont pris le train en marche parce que ce dialogue national inclusif, je le disais tantôt, c'est une quête de notre regroupement, avant que le regroupement n'existe, des partis politiques, des personnalités et des associations qui la composent aujourd'hui, sachant que le Mali a besoin aujourd'hui, après la crise multidimensionnelle, de se retrouver, que les fils du Mali puissent parler, sans interférence extérieure, qu'on puisse avoir un processus de sortie des crises par nous-mêmes, et dans un cadre vraiment d'indépendance et de souveraineté totale. D'accord, Monsieur Keïta. Alors, je m'en vais m'adresser tout de suite à Monsieur Diarra. Est-ce que, à votre niveau, l'on est à même de parler d'entraves réelles à la bonne marche de ce processus? Bon, permettez-moi tout d'abord, à l'attente de mes propos, de
vous remercier pour cette belle initiative. Une initiative qui est un pas important pour notre pays, dans la mesure où chaque fois qu'il s'agit de l'État, de la nation, une telle initiative est à saluer à sa juste valeur. Merci. Ceci dit, je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent, qui seront suffisamment édifiés par rapport à la genèse, au contenu et à ce que nous attendons de ce dialogue national inclusif. Ceci dit, par rapport au blocage dont vous faites allusion, je ne vois pas de blocage comme vous estimez. Certes, certains ne sont pas dans la logique d'y aller aujourd'hui, mais les pourparlers continuent pour permettre à ce que ceci puisse regagner vraiment le groupe qui a déjà commencé. Et cette genèse nous amène aussi au fait que le camarade Keïta vient de le notifier. C'est une demande de toute la composante malienne, y compris l'opposition, qui d'ailleurs était au devant pour demander ce dialogue national inclusif. Et l'opposition qui était au devant aujourd'hui a même participé à certaines phases de la mise en œuvre de ce dialogue national, notamment les lettres du président de la République adressées à tous les partis politiques. Ça, c'est très important à connaître parce que le président lui-même a estimé qu'il faut écrire aux partis politiques pour demander leur apport, leur appui et leurs suggestions par rapport à ce débat national. Ça, c'est déjà un premier point, M. Diarra, puisque vous êtes 4 sur ce plateau. On va évoluer en s'adressant à M. Dakono, qui est chercheur. Alors, quel regard jetez-vous sur la mise en œuvre de cet accord? Est-ce qu'on peut parler d'entrave? M. Keïta dit oui et M. Diarra dit non. Oui, il existe aujourd'hui des entraves, puisque certaines voix qui sont des voix importantes disent ne pas vouloir participer à ce processus de dialogue ou au dialogue lui-même. Donc c'est un obstacle, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Tous les canaux ou tous les mécanismes doivent pouvoir être mis en œuvre pour pouvoir ramener ces voix qui, je ne dirais pas indispensables, mais très importantes à la participation de ce dialogue. Mais je voudrais peut-être très rapidement rappeler le contexte de ce dialogue-là, qui curieusement rappelle un peu le début des années 90. À l'époque, on a tenu dans ce pays une conférence nationale qui a vu la naissance de la démocratie dans sa forme actuelle. Quelques années après, donc en 2011-2012, il y a eu cette crise. Et au début de cette crise, c'était justement une demande qui était affirmée avec insistance par les acteurs, parce qu'on a vu avec les événements de mars 2012 une sorte de recomposition de la classe politique malienne, et que ce soit cette classe politique ou que ce soit la société civile, tout le monde demandait ces assises-là, ce dialogue national. Malheureusement, n'a pas eu d'écho favorable parce que d'autres acteurs ont estimé que c'était une sorte de une volonté de légitimer le pouvoir des militaires qui, pour ces acteurs-là, devait retourner aux casernes. Après l'élection du président de la République en 2013, qui a été permis, il faut le rappeler, par l'accord préliminaire à l'élection présidentielle au pourparlers inclusif de paix. Donc depuis mai 2013 à Ouaga, déjà la signature de cet accord, on avait parlé de pourparlers inclusif de paix pour rappeler qu'il était important que les Maliens se retrouvent pour discuter de la crise qui n'est certes pas née en 2012-2011, dont les ressorts, vous l'avez dit, où les relances se retrouvent depuis l'avènement démocratique, mais peut-être probablement avant. Mais cette nécessité que les Maliens se retrouvent est affirmée depuis cette époque-là et c'est revenu en 2013, en 2014. Et si le président de la République s'y est ouvert en 2018, c'est une grande opportunité qui doit être saisie, mais l'opportunité en soi ne doit pas être considérée comme une victoire. La victoire, ce serait que ce dialogue soit véritablement inclusif du point de vue des thématiques qu'il va aborder, mais également du point de vue des acteurs qui seront autour de la table. Absolument. Alors, M. Teguete, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce que l'on est à même de dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de blocages dans le processus, dans ce grand processus du DNI? Bon, blocage, je crois que c'est trop fort. D'accord. Je suis d'accord avec Dakono, par exemple, nous, au niveau du Conseil national de la civile du Mali, et toutes les années, nous avons eu la chance
de présenter nos vœux au nom des forces vives de la nation au président de la République. Et nous avons toujours réclamé le dialogue entre Maliens. Parce qu'on savait qu'il fallait que les Maliens s'asseyent, qu'ils se parlent pour que ça puisse aller. Maintenant, vous parlez de blocage, moi je ne pense pas qu'il y ait de blocage. Il y a peut-être... personne d'entre nous ne peut avoir le monopole de la vérité. Donc c'est des approches. Il n'y a pas de blocage. Au Mali, on ne peut pas être bloqué parce que nous sommes dans un pays où le dialogue est une vertu. Donc nous avons dit que jusqu'à présent, ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller au dialogue, il faut les approcher. Parce qu'ils ont les raisons. C'est-à-dire nous ne sommes pas des hommes politiciens. Nous sommes des hommes politiques peut-être pour le développement du pays et nous voulons parler avec tout le monde. Et nous sommes avec tout le monde. Blocage, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait blocage. Pas du tout. Peut-être que, s'il faut l'appeler comme ça, moi je pense que le Malien en général doit se remettre en cause. Doit se remettre en cause, prendre le Mali seulement. Le reste, après. Et si on prend le Mali comme l'essentiel, il ne peut pas avoir de blocage. Ça, c'est mon point de vue. D'accord, donc vous le dites, hein, le dialogue est une vertu chez nous. Voilà. Alors, Monsieur Keita, je reviens vers vous. Avant même peut-être ici dans cette émission d'établir un diagnostic du processus du dialogue national inclusif, pour parler ensuite des objectifs et autres, pourquoi le caractère inclusif du dialogue est fortement remis en cause par une certaine frange de la classe politique malienne, estimant par exemple que sur les 703 communes que compte le pays, 611 sont concernées, Monsieur Keita. Et je vous remercie, M. Diarra, mais je voudrais faire un rappel historique sur les chiffres pour que les gens puissent comprendre un certain nombre de choses. Parce que le président de la République qui est là aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été l'un des rares présidents depuis l'avènement de la démocratie dont les élections ont eu les taux de participation les plus acceptables. Son premier mandat, en 2013, pour rappel, au premier tour, on a eu taux de participation près de 49%. Au second tour, on a eu presque 77%. Un quasi plébiscite. Plébiscite. Donc, ce jour-là, en 2013, sans rentrer dans les détails des soutiens religieux et militaires, il avait non seulement la légalité, il avait la légitimité. Mais en 2018, il a la légalité, mais il doit chercher la légitimité. En 2018, sur 5 Maliens, c'est 1 Malien qui ont donné leur voix au président de la République. C'est 22,4%. Est-ce que, M. Keita, vous vous basez pour... c'est des chiffres de l'administration territoriale qui sont là. Donc c'est 22,4% des Maliens qui ont voté pour lui. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, pas de problème de légalité, mais il y a un problème de légitimité. Quand on a un problème de légitimité, avec la crise politique qui s'en est suivie, ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on doit tout régenter. On doit parler avec son peuple. Surtout que des Maliens et des Maliennes l'ont dit avant 2012. Parce que de l'indépendance en 2012, la gestion du pays a connu des difficultés, mais il va falloir remettre, on l'a dit en son temps, la crise de 2012 est venue pointer du doigt de l'acuité à ce dialogue, à ce débat entre Maliens, pour qu'on puisse ensemble convenir de ce que nous voulons être, convenir en toute liberté de ce que le doyen Tekete vient de dire, de se remettre en cause. Absolument. Il est important qu'on se remette en cause. Quand les gens disent se remettre en cause, c'est tous les composants de la société, y compris les politiques, y compris les religieux, y compris l'armée, y compris l'administration. C'est la gouvernance qui est en cause. D'accord. Monsieur Keita, Monsieur Diarra semblait dire tout à l'heure que vous-même, vous y étiez demandeur. C'est la classe politique qui avait demandé au chef de l'État d'initier ces grandes concertations. Alors, au départ, vous étiez partant, mais pourquoi aujourd'hui, vous ne l'êtes plus? On a toujours été partant, même à cet instant précis, on est partant pour le dialogue. Mais quel dialogue? Inclusif. Un dialogue inclusif voudrait dire que l'ensemble des composants de la société malienne y participent.
Et nous parlons de dialogue participatif. D'accord, d'accord. Ah, alors, c'est important. On va s'adresser au technicien, puisqu'il est là au nom de la primature. Pourquoi sur 703 communes, seulement 611 sont concernées, M. Diarra? Merci une fois de plus. Je suis désolé de constater que M. Keita, les chiffres qu'il vient de donner ne respectent pas la réalité. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je crois savoir qu'en 2013, Ibeka, au premier tour, le score est connu, et au second tour, il est allé jusqu'à 77%. 77% au second tour. Donc, il y a eu 2 tours en 2013. Ça, c'est un signal fort pour notifier que la démocratie malienne se porte bien. Secondo, en 2018, au premier tour, Ibeka a eu un peu plus de 40%. Et il y a eu un second tour. Et ce second tour a permis au président Ibeka d'être réélu pour un second mandat avec 67%. Plus de 67%. Donc on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas une légitimité. Ça, je suis désolé de constater ça. Il y a une légitimité notoire et républicaine. D'accord. Ça, c'est vraiment une situation républicaine qu'il faut respecter. Mais, ceci dit, Diarra, par rapport à l'inclusivité, à l'inclusivité, je pense que et le triumvirat, le président de la République, le comité d'organisation et le gouvernement sont dans la logique de l'inclusivité. Cela s'explique aisément. D'abord, les lettres ont été adressées à tous les partis politiques. Et le triumvirat, une fois installé, a touché toute la classe politique, la société civile, et tout ce qui est composant de la société ont été touchés par le triumvirat, afin que tout le monde puisse venir et donner leur avis. Oui. Et sur ce point, des documents ont été envoyés à tout le monde. Même le projet de TDR, des termes de référence, a été envoyé à tout le monde pour donner des observations avant la validation qui s'est tenue au CICB. Au CICB, ça, on l'a vu. Donc, moi, je pense que c'est une activité qui a été même couverte par notre chaîne. L'inclusivité est réelle. Parce que personne n'a été exclu. Au contraire, les gens cherchent à s'auto-exclure. Et malgré ça, on cherche à démarcher tout le monde pour que ça soit l'affaire de tous les Maliens. Parce que ça a été demandé par tout le monde. Il faut que tout le monde soit là. Et même à la validation. Je reviens à la charge, M. Diarra. Oui. Excusez-moi, sur 703, 611, il y a quand même un écart. Alors, cet écart-là, où faudra-t-il le mettre? C'est des Maliens. Bien sûr, et pourtant, on dit que chacun a son mot à dire. Je vais te rappeler un aspect. Pendant la validation des TDR, il y a eu des propositions faites qui ont été... Et ceux qui étaient là ces jours-là, la validation était prévue pour 2 jours. Mais nous avons pris 3 jours pour permettre à tout le monde. Et là aussi, l'opposition était là. Le FSD était bien là. Le vice-président de l'URD, le premier vice-président, était là. Donc, toute l'opposition était là et on a noté plus de 600 participants. Et à ce niveau, quand vous me parlez des communes, dans un premier temps, ces communes-là, c'est 703 communes. Et je n'ai pas à vous apprendre la réalité du terrain aujourd'hui par rapport à certaines communes. Et sur 703 communes, les concertations ont pu se tenir dans 605 communes. Ça, c'est une avancée notoire. Et on avait prévu 611 communes. L'administration territoriale avait prévu 611 dans lesquelles communes c'est possible de tenir les concertations. Mais au finish, on a eu 605 communes dans lesquelles communes les concertations ont pu se tenir. Donc sur 700, aller au-delà des 600, moi je pense que réellement... D'accord. Monsieur Teguete, vous qui représentez la société civile aujourd'hui sur ce plateau, est-ce que vous ne pensez réellement pas que des efforts devraient être encore faits davantage de la part des autorités pour prendre en compte l'ensemble des Maliens? Parce que sur les 703, 611, enfin 605, il vient de le confirmer. Donc, y a-t-il pas réellement des efforts à faire à ce niveau? Bon, moi je crois que je vais rappeler que la première rencontre, même avant le début des travaux, c'est le Conseil national de la société civile qui a exigé
la présence, c'est-à-dire le déroulement de la base au sommet, au lieu que ce soit du sommet à la base. Donc des communes jusqu'au niveau national. C'est le Conseil national de la société civile qui l'a imposé et qui l'a exigé. Et le gouvernement l'a accepté. On a fait le travail dans ce sens. 703 communes, oui, mais après les recherches, après avoir entré en contact avec la base, et on a découvert qu'il y a 611 communes qu'on peut toucher sans problème. Et ces 611 communes, on a touché 615. Ne pensez pas que les 611 communes, les 605 seulement ont été touchées. Après les 615, donc les dates prévues, donc au lieu de la date prévue, ils sont partis 2 jours après. Donc les autres aussi ont fait leur activité. Donc pour moi, les 611 ont été touchés. Mais l'insécurité a fait qu'on n'a pas pu toucher les 703 communes. D'accord. Vous touchez du doigt le problème réel du Mali, parce qu'on est sur ce plateau pour parler du dialogue national inclusif. Tout ça est parti, je pense, de la crise sécuritaire. Voilà. Monsieur Dakonou, quelle analyse faites-vous de toute cette situation? C'est important et ça milite justement le fait qu'on n'ait pas pu tenir le dialogue au niveau de certaines communes, milite en faveur de la recherche d'une solution qui découlerait d'une analyse croisée, c'est-à-dire les différents niveaux d'échelle. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont envisagées au niveau national. Peut-être la persistance de la crise fait penser qu'il n'y a pas de solution, mais les solutions ne sont pas très souvent adaptées au contexte. Parce que justement, il y a comme une sorte de rupture entre les niveaux au plan national et les niveaux régionaux ou même les niveaux locaux. Et chacun de ces niveaux a ses solutions. Et si le dialogue peut permettre de connecter ces différents niveaux d'échelle, ce sera une grande réussite. Vous avez tout de suite parlé de l'insécurité, de la persistance de l'insécurité et surtout de sa diffusion. Parce que du nord aujourd'hui, c'est le centre, c'est même la capitale Bamako et plus à l'ouest du pays. Mais quand on se rend compte à l'analyse, l'insécurité, elle prospère pour beaucoup sur les failles dans la gouvernance. Donc on va encore revenir sur cette question de la gouvernance tout de suite. Monsieur Diarra disait que la démocratie se portait bien. Oui, parce que si on analyse la démocratie par le simple fait des élections, oui, elle se porte bien, mais la démocratie, c'est beaucoup plus que les élections qui sont une étape dans le processus démocratique. Et encore quelque chose d'autre qui milite en faveur de ce dialogue-là, ou au-delà de ce dialogue du renouveau démocratique, c'est que j'ai dit que ce dialogue national rappelle la conférence nationale qui s'est tenue dans un contexte de forte attente. Et l'impression, c'est que à peu près 28 ans après, ces attentes-là sont dessus. C'est facile quand les attentes sont élevées, il est facile de décevoir. Donc aujourd'hui, au-delà de la question sécuritaire, c'est aussi la question de la gouvernance. C'est du renouveau du mode de gestion du pays, qui n'est pas une question individuelle. Ce n'est pas parce que quand on le dit, beaucoup sont tentés de ramener la question peut-être au chef de l'État, au gouvernement, aux institutions, mais c'est comment, de façon homogène, le service public est rendu. C'est comment aujourd'hui les attentes des populations, des communautés qui ont rejoint, dans certains cas, les groupes extrémistes violents, sont pris en compte dans nos politiques publiques. Absolument. Alors, Monsieur Keïta, je reviens encore vers vous. Pourquoi, enfin, je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez tenu récemment votre assemblée générale au cours de laquelle vous avez clairement affiché votre position. Vous n'y allez pas parce que vous estimez que c'est un agenda qu'on est en train de vous imposer. Alors, expliquez-nous davantage cela. Je voudrais rectifier très rapidement. Les chiffres que je viens de donner sont des chiffres qui proviennent de la Cour constitutionnelle du Mali. Des chiffres officiels. Officiels. Et le problème de légitimité, j'y reviens. Le premier tour en 2013, IBK a eu 39,69%. Je parlais du taux de participation qui était 48,98%. Même là, sur 5 Maliens, moins d'un Malien, c'est 0,86 qui avait voté quand on se réfère au nombre d'inscrits. Mais au second tour, IBK a eu 77,62% avec un taux de participation de 45,73. Mais pour quelle légitimité? Elle était forte parce qu'au moins un peu plus d'un Malien sur 5 ont voté pour lui. Là, on dit que c'est acceptable. Il avait la légalité et la légitimité. Mais en 2018, moins d'un Malien sur 5 ont voté pour lui. Quand on se réfère au nombre d'inscrits, tu peux être élu. Les textes le prévoient, la démocratie le prévoit. Mais la légitimité, le président parfois va les conquérir. D'accord.
D'accord, ça c'est... Et pourquoi nous n'irons pas? Voilà, on est très clair. La réponse à la question... La réponse est très claire. Oui. Pour nous, la crise du Mali d'aujourd'hui est tellement profonde qu'on ne peut pas faire vraiment du copier-coller. Ah, copier-coller. Qu'est-ce que vous entendez par copier-coller? Les fondements même de notre pays, les fondements même du pays aussi, aujourd'hui ont vacillé. Il faut refondre. Comment le faire? Ce n'est pas nous seuls. On a demandé au président de la République, on revient, bien avant la signature de l'accord, qui nous vaut toutes ces difficultés aujourd'hui. Ça, le président de la République, on lui a dit clairement par correspondance adressée à lui, pour lui demander, Monsieur le Président, la situation du Mali commande aujourd'hui, avant d'aller à Alger, faites en sorte que vous puissiez écouter le maximum de Maliens, partez avec la voix du Mali. Ça n'a pas été fait. On veut toujours continuer dans ce même sens, dans cette même démarche. La conférence d'entente nationale, on a dit la même chose, on est parti nous supplier, on est parti pour quel résultat? Et on veut nous embarquer dans un dialogue qui a déjà préempté les conclusions. Parce que le dialogue est parti de quelque chose qui est important. C'est de l'accord de gouvernance qui a été signé. Absolument. Et dans cet accord de gouvernance, c'est très clair. C'est la révision constitutionnelle, c'est la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Mais nous voulons parler de l'ensemble des causalités des problématiques du Mali et ensemble trouver les solutions qui vont nous permettre de faire face aux nombreux défis qui nous assaillent aujourd'hui, mais à l'endogène entre nous Maliens sans interférence extérieure. Et ce dialogue doit être autonome et souverain. Autonome par la composition des hommes et des femmes qui doivent le faire. Quand vous parlez d'interférence extérieure, vous faites allusion à qui, à quel pays? On est dans un débat ouvert ici, sans langue de bois. Je ne fais pas d'interférence à un seul pays. Je fais interférence à tous les pays du monde. Ils sont venus nous aider. On les remercie. Mais nous, Maliens, aujourd'hui, on a besoin de nous-mêmes de nous relever. Ils peuvent nous aider. Mais ils n'ont pas à prendre notre main pour nous soulever. C'est pas bon pour nous. Monsieur Diarra, alors une fois de plus, Monsieur Keïta est en train de d'énumérer un certain nombre d'anomalies, on va dire, dans ce processus. Bon. C'est sa position. C'est sa position. Et c'est argument contre argument. C'est un débat et il faut classer le débat dans son contexte. Oui. Et la question, un ressenti est sorti de cette table. C'est pourquoi j'ai répondu à ces ressentis, qui n'avaient pas été une question posée. La légitimité du président de la République, je reviens là-dessus, ça c'est clair et net. Il faut voir le petit Larousse, ce que ça dit par légitimité. Il y a eu une élection, au premier tour et au second tour, il y a eu le plus grand nombre de voix, 67%. Comment voulez-vous qu'on parle de non-légitimité dans des pareils cas? Non, je suis désolé pour ça. Je pense que cet aspect-là n'est plus d'ordre du jour aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, Maliens, aujourd'hui, c'est se parler, c'est savoir ce qu'on doit faire pour que tout le monde se donne la main et qu'on arrive au dialogue inclusif. Et pour en arriver à ce dialogue inclusif, il a parlé de certains aspects. Là aussi, je ne partage pas ça. Parce qu'eux-mêmes, ils les reconnaissent qu'ils ont été en amont de ce dialogue. Oui, ça on l'a dit. On l'a dit. Et à un moment donné, ils ont participé, ils ont été saisis par le triumvirat. Certains d'entre eux ont participé à la validation des termes de référence. Et je reconnais aujourd'hui que dans les communes, tous ceux qui sont de l'opposition, de la société civile qui n'est pas dans la logique d'aller à ces concertations, ont participé à la base. Donc, ça c'est une réalité connue sur le terrain. Donc moi je pense qu'actuellement, dire qu'ils ne sont pas dans cette logique parce qu'ils ont des a priori, moi je pense que là, ça ne tient pas tellement. Et surtout un calendrier imposé, il l'a dit, martelé. Non, mais il n'y a pas de calendrier imposé. Et puis là où il fait allusion, ça je reviens sur ça, quand il dit il y a eu l'accord le 2 mai à la primature d'un accord de gouvernance politique, qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement de large ouverture, et de bichon. L'opposition fait partie de ce gouvernement. C'est pourquoi. C'est pas toute l'opposition quand même. Ça quand même, il a été demandé à toute l'opposition de venir. Là aussi, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir dans un gouvernement.
Ce qui est vrai, c'est que le président, sa main tendue a été magnifiée le 2 mai par la signature d'un accord politique. Ceux qui sont là ont signé le document et ceux qui ont voulu être dans le gouvernement sont dans le gouvernement actuel. D'accord, on va évoluer, M. Diarra. Pardonnez-moi. Pour moi, il faut aujourd'hui, et les étapes qui ont suivi la mise en place du processus, il y a beaucoup de l'opposition qui y participe. Mais notre souci aujourd'hui, l'inclusivité dont il est question, c'est la motivation profonde des plus hautes autorités aujourd'hui pour que tout le monde puisse Il y a combien de partis politiques qui ont adhéré justement à ce grand projet? Combien? Avez-vous les chiffres? Je n'ai pas les chiffres, mais il y a plus d'une centaine. D'accord. Monsieur Keita, avez-vous les chiffres? Et je suis désolé. Plus d'une centaine. Vous savez, à la table, à la validation. La situation du Mali. La parole est à M. Keita. D'accord, ok. La situation du Mali aujourd'hui commande qu'on se dise que certaines choses avec clarté et fermeté. Vous dites qu'une partie de l'opposition est dans le gouvernement. Tout à fait. Que faites-vous des textes de la République du Mali? Une fois un parti politique rentre dans le gouvernement, tu cèdes de l'opposition. Moi, je ne le dis pas. C'est la charte des partis politiques qui le disent. Mais avant d'arriver à... D'accord. Ça, c'est le point. En plus, je reviens. D'accord. Si vous résumez l'inclusivité d'un tel dialogue à ce qu'on a envoyé à tout le monde, nous entendons par inclusivité. Prenez les TDR qui sont conviés. C'est les associations que nous connaissons tous les jours qui sont avec le pouvoir. C'est la société civile, une partie de la société civile. Mais est-ce que vous voyez les citoyens lambda? Nous, politiques, nous pensons que le Mali se résume à nous. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu entends par citoyen? Non, nous politiques, j'ai dit, nous politiques, nous pensons que le Mali se résume à nous. Non, nous politiques, nous sommes une minorité. Les Maliens, dans leur profondeur, doivent participer à ce dialogue. Monsieur Teguete a la parole. Monsieur Teguete, oui, pourquoi autant de clivage? Parce qu'il a bien dit, et j'ai capté, il a bien dit une partie de la société civile. Alors, vous êtes du Conseil national de la société civile. Alors, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le FOSC, le forum justement de l'organisation, voilà, donc qui décide de ne pas partir. Le problème, moi, je crois qu'il faut... Qui décide de ne pas partir aussi. Non, je crois que le problème, il faut le déclasser. Pourquoi autant de clivage? Non, il faut le déclasser, parce que réellement, on va continuer comme ça, on ne va jamais finir, parce que c'est quelque chose qui se trouve dans la rue. Moi, je crois qu'il faut que les gens comprennent, que nous comprenions nous-mêmes à Bamako, que le Mali ne se limite pas à Bamako. Oui, absolument. Que tous ceux qui disent ici, là, qui ne participent pas, au niveau de Bamako, on participe au niveau des communes. Très bien, c'est ce que j'ai dit. Je défie qui veut le démentir. Parfait. Depuis la commune jusqu'au niveau local, jusqu'au niveau régional, les gens ont participé. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est ceux-là qui sont à Bamako. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. D'accord, M. Teguete. Mais par contre, eux, ils ont donné des consignes je parle pas à leurs militants pour qu'ils ne participent pas. Je ne parle pas à leur nom. Je dis faux. Je dis faux. Je suis tellement d'accord. Vous me laissez continuer. D'accord, allez-y. Vous me laissez continuer. Allez-y. Merci. Allez-y. C'est-à-dire, nous avons donné des consignes. Mais nous n'avons pas seulement donné que des consignes. D'accord. Nous avons non seulement donné des consignes, mais on a suivi l'évolution. Tous ceux qui sont membres du Conseil national de la société civile ont participé. Et ils continuent à participer. Ça, c'est très clair. Les partis politiques qui ne veulent pas participer, il y en a qui ne veulent pas participer au niveau national. Au niveau régional, il y en a qui ont participé malgré l'instruction qui a été donnée par au niveau de Bamako. Ça, c'est des choses qu'on a contrôlées. On n'a pas besoin d'entrer dans ce jeu-là. D'accord. Il faut que nous mettons, comme je l'ai dit, remettons en cause, personne n'a le monopole de la vérité. Oui, c'est clair et net. Le citoyen lambda, c'est moi. Oui, oui. Et je suis sûr qu'on a tous besoin aujourd'hui, M. Dakono, que le Mali puisse sortir de cette situation. M. Dakono a la parole à présent. M. Dakono, vous avez besoin de cesser le pouvoir. M. Teguete, au nom du citoyen lambda, ça c'est mon rôle. Et son éducation me relève de moi. D'accord. Ça, on l'a bien compris. Hein. Merci. Monsieur Dakono a la parole à présent. On a envie de sortir de cette situation, de cette crise. On le dit même le week-end dernier sur ce même plateau. La crise a trop duré. Pourquoi autant de clivage autour de ce dialogue, justement? Parce que les gens ont arrêté de se parler un moment. Je crois que M. Keita le disait tout à l'heure, dans notre processus ou dans l'édification de la démocratie telle qu'on l'a passée en 92, il a manqué quelque chose, un espace de débat politique. Et au-delà, quand je dis débat politique, il ne s'agit pas de débat entre partis politiques, mais de débat sur la gestion du pays, mais qui inclut et les acteurs civils
et les acteurs, ceux qui ont en charge des pouvoirs. Donc il a manqué cet espace-là. À un moment, on a pensé que le cadre de concertation ministère, administration territoriale pouvait combler ça, mais c'est un cadre qui ne vivait que pendant les périodes électorales. Pour rejoindre encore ce que je disais tout à l'heure, en pensant que les élections seules font vivre la démocratie. Donc il a manqué cet espace-là. En plus, la crise qu'on a connue est certes multiforme, mais les mots, je pense que sont connus. Comme je l'ai dit, chacun a une partie de la compréhension de ces mots et il est très important de connecter ces différents parties de connaissance et de compréhension de la crise pour qu'on puisse y aller. Par rapport au dialogue national, l'approche, c'était ce qui était demandé. Que les discussions aient lieu au niveau de la commune, que les discussions remontent au niveau régional et qu'enfin les gens se retrouvent de la base au sommet. De la base au sommet. Maintenant, sur la question de la participation de l'opposition, c'est quelque chose de courant hein, et c'est aussi quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut prendre en compte. Le fait qu'au sommet, les leaders disent non, on n'y va pas, mais qu'à la base, les gens y participent, c'est quelque chose de commun. Je le dis, je prends l'exemple sur aujourd'hui. Le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, son principal challenger, c'est Soumaïla Cissé, mais il n'est pas rare, et ce sera même le cas peut-être aux élections législatives, de voir sur une même liste électorale le parti de l'actuel président, le RPM, et l'URD, le parti de Soumaïla Cissé. Donc, ce n'est pas seulement lié au dialogue, mais c'est un mode de fonctionnement de notre pays qui est là. D'accord. Mais je termine par ça, c'est important de prendre en compte que oui, si l'URD participe à la base, c'est une bonne chose, mais la participation de Soumaïla Cissé, elle est très importante. Si Modibo Sidibé, son parti participe à la base et qu'au sommet, il ne participe pas, on est passé à côté de quelque chose. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est encore temps d'actionner tous les leviers qui puissent permettre la participation de ces voix. Pour aboutir finalement à l'inclusivité. Justement. Alors, M. Keïta, pouvez-vous nous rappeler votre plateforme, combien de partis politiques composent votre plateforme Anko Malidron? Avant de répondre à votre question, je l'ai dit ici, je n'ai pas la prétention de représenter le peuple malien. C'est pourquoi nous avons dit que nous, classe politique, nous ne représentons pas la majorité. Et la société civile malienne, je suis désolé, si on avait une vraie société civile malienne, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, on veut nous mettre en cause, nous politiques d'abord, de balayer devant notre porte, mais que chacun d'entre nous balaye devant sa porte et le Mali s'en portera mieux. Dans notre plateforme, Anko Malidron, c'est constitué d'associations, pas des moindres. Les associations fondatrices de la démocratie qui ont été à l'avant-garde de la démocratie au Mali, signé d'associations, Adema Association, un certain nombre de partis et d'associations, et même de la société civile. Et il faut comprendre que comment cette plateforme a été mise en place. Parce que nous, on a initié depuis un certain temps, au regard de la crise, pourquoi ne pas avoir un agenda du Mali? On a démarché 42 partis politiques, associations, dont la société civile, dont la majorité, l'essentiel des partis politiques de la majorité. Et on est convenu le 27 avril passé au CICB pour aller tirer les conclusions, faire un rapport final qu'on a adressé au président de la République en lui demandant de recevoir une délégation pour aller lui expliquer ce que nous entendons par dialogue. C'est lui le président de la République. Dans notre document, tout s'adresse au président de la République. Ce rapport, selon vous, qui est resté dans les tiroirs. Ce rapport, on a demandé par écrit au président de la République, Monsieur le président de la République, nous avons pensé que nous avons des propositions à vous faire. Accordez-nous une audience. Certes, on vous a écrit, mais on souhaiterait vous expliquer certains détails et recevoir vos suggestions et questionnements pour qu'on vous donne. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas été répondu, bien avant qu'on enclenche le dialogue. C'est l'une des raisons qui font que, bon, finalement... Pas la seule raison. D'accord, j'ai bien dit l'une. L'une des raisons. Oui. Et la raison principale qui fait que nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous avons dit, il ne s'agit pas d'un problème des politiques seulement, d'un problème citadin. Regardez comment, dans les différentes communes et autres, vous voyez, est-ce qu'il y a de l'engouement? Le peuple ne se sent pas concerné. Mais le mécanicien du coin, il a son problème. Le jardinier du coin, ils sont là. Oui, Ils sont représentés par des parages, associations et autres affiliés à l'État.
Je suis désolé. Le Malien lambda, M. Diarra, oui. le Malien lambda, se sent-il concerné par ce dialogue? Parce qu'il vient de dire, hein, le Malien lambda, justement, s'il ne se sent pas, parce que j'ai vu dans les logos, on dit, enfin les slogans plutôt, on dit j'ai mon mot à dire. Est-ce que chacun a son, vous qui êtes technicien, est-ce que chacun a réellement son mot à dire? Chacun a son mot à dire. On vous donnera l'occasion de réagir à ces propos. Chacun a son mot à dire. Et avant d'arriver là, comme le doyen Tekété a assez bien dit, M. Keïta est un peu en colère, c'est pas tellement ça. Je pense que ce qu'il vient de dire par rapport à une assise dont les résultats plus une correspondance ont été adressés au président de la République et que leur vœu était d'être reçus par le président de la République. Sur ce point-là, moi je pense que le président de la République a été le tout premier à écrire aux partis politiques. Ça, c'est un élément très important. Oui. Secondo, on va évoluer, il a eu confiance à 3 personnalités de qualités exceptionnelles que nous connaissons tous pour diriger ce processus. Et tous les Maliens épris de paix et de justice devraient se retrouver dans ce canevas de triumvirat qui est là pour recueillir, pour amender et pour échanger avec toute la société civile. J'ai relevé dans la presse justement que même ces 3 personnalités ne font pas l'unanimité. Bon, on ne peut pas... Bon, Keïta, non, je suis d'accord avec vous. Voilà. La vie même c'est ça. Exactement. Vous m'excusez parce que là, je parle sous le contrôle du doyen Tekété. Paix sur lui, le prophète Mohamed n'a pas fait l'unanimité. Donc absolument. Aucun être humain ne fera l'unanimité. Ça c'est clair. Donc je parle sous son contrôle. Mais sur ce point, il faut qu'une grande majorité se dégage autour de quelque chose. Et sur ce point, une grande majorité s'est dégagée sur la moralité de ces 3 personnalités, plus l'ambassadeur Sidi Diarra, comme président de la commission d'organisation. Donc, leur souci devrait se trouver dans ces canevas de dialogue si réellement il faut limiter leur participation à autre chose que le canevas créé par le président de la République. Alors, M. Tekété, je l'ai dit à l'entame de mes propos, hein, des ressorts sur lesquels le Mali peut s'appuyer. Alors, le dialogue national inclusif peut être considéré comme une dernière chance? C'est une porte de sortie. C'est une grande porte de sortie. Mais il faut que ce soit consciencieusement accepté. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, qu'on se remette en cause, qu'on voit seulement le Mali, pas autre chose. Mais lorsque le politique pense qu'il faut chercher le pouvoir, et que moi, au niveau de la société civile, je pense qu'il faut être un contrepoids du pouvoir, ça pose problème. C'est-à-dire, le capital, c'est le Mali. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça, là, on ne va pas continuer. Et le dialogue, il y a quelque chose que moi, je crois que je condamne. Il ne faut pas faire 2 acteurs. Quand on dit inclusif, c'est tout le monde. Tant qu'on est malien et qu'on sait qu'on est malien, quel que soit le lieu où on est, il faut l'approcher. Il faut l'approcher et le demander à revenir au pays. Je vais parler de ceux-là qu'on qualifie de terroristes, qui sont des Maliens. Mais il faut les inclure. Il faut les inclure, il faut avoir le courage de les inclure. C'est-à-dire, il faut... Bon, c'est-à-dire, à ce niveau-là, moi, je suis... S'il vous plaît, allez-y rapidement. Je parle de ça, parce que je crois que c'est l'occasion pour moi de pouvoir en parler. Assez rapidement. Et je le dirai aussi au niveau national, parce que je serai au niveau national. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ceux-là qui sont là peuvent déjà partager avec moi l'idée. D'accord. Peuvent réfléchir là-dessus. Mais moi, j'y tiens. D'accord. Voilà. L'accord, justement, il faut qu'on en parle, l'accord, parce que ce processus va justement aboutir à parachever cet accord, Monsieur Dakounou. Alors, est-ce que le Malien qui est au fin fond d'Abeybara, par exemple, qui ne se sent pas concerné par ce dialogue national inclusif, est-ce que finalement le train va arriver à destination? Je pense qu'il y a... parce qu'il y a en jeu l'accord, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je vais regrouper tout ça sous l'enjeu de l'appropriation du processus de sortie de crise. On a vu, il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'amunissement, il y a beaucoup d'attentes par rapport
aux pays étrangers qui appuient le Mali. Dernièrement, le discours, c'est d'appeler la Russie qui remplace un autre pays. Mais il est important, au-delà de tout ça, que les Maliens s'approprient la gestion de la sortie de crise. Monsieur Tekete vient de donner un exemple d'une question qui est fondamentalement nationale. La discussion ou la négociation avec les groupes qui sont qualifiés de terroristes. On sait qu'il y a des pays, par exemple, qui ne sont pas ouverts à ça, mais des pays qui appuient aujourd'hui le Mali dans la sortie de crise. Mais ça ne peut être qu'une approche endogène. Ce dialogue, s'il peut permettre quelque chose, il va permettre tout au moins de s'approprier la gestion de la sortie de crise. Et cela passe par la compréhension, j'insiste là-dessus, la compréhension, mais la connexion des niveaux de compréhension de la crise. Mais la discussion autour également des solutions qui ont été envisagées depuis le début de la crise. Et l'une de ces solutions, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. L'une de ces solutions, c'est aussi le plan de sécurisation intégré des régions du centre. Mais il y a eu d'autres assises, il y a eu d'autres solutions qui ont été préconisées pour sortir de la crise. Mais ces solutions, chaque fois, si je prends l'exemple de l'accord pour la paix, c'est considéré par de nombreux Maliens comme un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés qu'on appelle ex-rebelles. Alors qu'en réalité, cet accord propose des solutions qui sont nationales. Et l'une de ces solutions, c'est la réforme institutionnelle, qui est une question nationale. Et quand il s'est agi de soumettre cette question au Mali tout entier, vous avez vu que les gens étaient braqués parce qu'il n'y a pas eu d'appropriation nationale. Donc, finalement, ce dialogue doit être perçu comme une étape dans l'appropriation. Pas l'ultime étape, bien entendu. Ce dialogue doit déboucher sur des conclusions qui doivent obliger les participants, les Maliens et les pouvoirs publics. Mais pour cela, il faut déjà qu'ils se tiennent, il faut que les gens y participent. Absolument. Alors, monsieur Keita, finalement, qu'est-ce que vous préconisez comme solution si vous décidez de ne pas partir au dialogue? Que voyez-vous comme solution pour le Grand Mali? Oui, avant de préconiser les solutions, je voudrais dire à M. Diarra que je suis en colère. Là, vous le confirmez. Là, vous le confirmez. Est très mal géré. Je suis en colère parce que le Mali regorge de potentialités pour qu'on puisse sortir de cette crise. Je suis en colère parce qu'on n'a pas de leadership nécessaire pour nous faire sortir de cette crise. Et je suis en colère si c'est les responsables au plus haut niveau qui pensent que ce sont les Maliens épris de paix et de justice qui sont au dialogue, et nous autres Maliens qui ne participent pas ne sommes pas épris de paix et de justice, c'est trop dire. Je suis en colère. Lorsque la société civile et la majorité disent que nous, on a donné des consignes, mais à la base, nos hommes sont participés. Ils ont le secret. Comment ils font amener les gens? C'est pour tout ça que nous voulons un vrai dialogue, pour que ces comportements malsains puissent cesser dans notre pays, pour que les Maliens puissent avoir les valeurs d'antan qui ont toujours fondé ce pays, ce grand pays de valeurs et de dignité. Je suis en colère pour tout ça, pour votre malgouvernance. De 2012 à maintenant, le Mali, avec l'espoir placé en votre président, le premier mandat était un échec. Le second pensait qu'il allait rentrer dans le sens, prendre le cours de l'histoire. Malheureusement, il est loin de prendre ce cours de l'histoire. Nous, on ne participera pas à ce dialogue tel que décliné, parce que ce dialogue ne pourra pas faire sortir le Mali de la situation que nous connaissons. Ce dialogue risque même d'envenimer la situation. Et c'est grave. Nous, notre solution, ce n'est pas autre chose qu'on rébelote, que les Maliens se retrouvent dans la clarté, dans la transparence requise et dans la liberté totale. C'est les Maliens qui veulent parler. On n'a pas à préempter ce qu'ils doivent dire ou pas. C'est un dialogue national. J'ai mon problème, tu as ton problème. On n'a pas à me dire celle que vous pouvez emprunter. Je viens le dire. Dans l'arbre à palabre. Et ensemble, on va convenir. Mais on n'a pas à me guider, à me formater. Les hommes et les femmes qui doivent diriger, ceux qui sont là, ce n'est pas leur personnalité qui sont en cause. C'est la manière. Ce consensus qu'on voulait dès le départ, c'est ce qui pêche ce dialogue aujourd'hui. D'accord. Regardez, les Maliens, ils ne sont même pas informés. C'est à l'entame du dialogue qu'on voit des affiches. Tu demandes des gens, ils disent quel dialogue? Mais attends, nous voulons que les Maliens, sincèrement, nous n'avons pas la science. Dans leur entièreté. Nous ne sommes pas les plus propres ou les plus... Nous voulons que nous tous, on a nos tares. Qu'on vienne se le dire entre nous, en Maliens, qu'on sorte de ça pour le bon sens. Que les diagnostics sont complaisants. Il n'y a pas eu de diagnostic, malheureusement. D'accord. Considérez-vous que, enfin, vous le dites déjà, donc ce dialogue national inclusif n'est pas la solution? Dans ce format. Dans ce format. Sinon, le dialogue national inclusif
est la seule. Pour nous, c'est un processus de sortie de crise. D'accord. D'accord. Allez, Monsieur Diarra, assez rapidement, Oui, on s'achemine vers la fin de cette... Comme lui-même, il reconnaît qu'il est en colère. Oui, il l'a reconnu. On ne va pas revenir dessus. Non, je vais lui dire on va pas revenir dessus. Un homme en colère, c'est difficile souvent de s'affirmer correctement. D'accord, oui. Ça, c'est d'un. Monsieur Diarra. De deux, quand il part de la base, nous n'avons rien fait. Personne n'a fait quelque chose pour permettre aux gens de l'opposition à la base, dans les communes, dans les cercles, pour venir participer. C'est l'éthique citoyenne qui les a guidés, c'est tout. Donc personne n'a fait quoi que ce soit. Teguete l'a dit, même Dakono qui est un expert de recherche, tout le monde sait qu'à la base, il y a des gens à qui on a donné des consignes à Bamako, mais qui ont dit, hein, ni Malikodo, Ameta. Ameta, oui. Ameta. Ça, on le sait aussi. Oui. Antisekato Latéon. Ça, des gens ont dit ça. D'accord. Dans les communes. D'accord. Donc ça, c'est très clair et c'est très significatif. Le dernier point, quand il dit qu'on doit s'exprimer, même le cadre approprié pour s'exprimer, c'est le dialogue. D'accord. Donc il faut qu'ils viennent pour s'exprimer. Parce qu'il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de décisions prises, tout le monde a son mot à dire. Donc l'opposition, majorité, société civile, chacun peut venir, c'est un débat d'idées. Et au cours de ce débat d'idées, s'ils arrivent à convaincre les autres, mais on accepte. Pendant la validation, l'opposition était là, l'opposition a mené des changements là-dedans, ça a été accepté dans la salle, notamment la terminologie dialogue politique inclusif, a été abandonné au profit du dialogue national. Ça, c'était une proposition de l'opposition. Et aussi, le cadre de suivi par rapport aux résultats, là aussi, c'est l'opposition qui a posé le problème et on a dit on va mettre un mécanisme de suivi par rapport aux résultats. Donc, moi, je pense que le cadre... Quel bilan tirez-vous de ce processus en l'état actuel des choses? Non, le bilan est positif. D'accord. Je crois fermement à un bilan positif. D'accord. La seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est que les autres qui ne veulent pas aller dans le train, voilà, dans le train, doivent nous rejoindre. D'accord. Pour l'intérêt supérieur du Mali. D'accord. Parce que si vous dites ça ne va pas, mais il y a un cadre pour venir s'exprimer que ça ne va pas. Mais si vous vous mettez en marge de ce cadre-là approprié, adéquat, pour s'exprimer et défendre vos idéaux, là, je ne sais pas où est-ce que vous allez défendre vos idéaux. Merci beaucoup. Monsieur Teguete, donc le train de la dernière chance pour le Mali, c'est ça? Parce qu'on a beau dire souvent, oui, le bateau Mali a beau tanguer, mais il ne va jamais chavirer. C'est ça? Vous pensez réellement que... parce que, monsieur Diarra, tout ça a un coût quand même. Est-ce que l'argent du contribuable aura été dépensé pour servir à quelque chose? Bon, moi je pense qu'à ce niveau-là, nous, en tout cas, en tant que Conseil national de sécurité civile, nous y croyons. Fermement. Fermement. Et avec la proposition que je viens de faire, ça ne fait que compléter vraiment la positivité de la chose. D'accord. Il ne faut pas exclure qui que ce soit. En tout cas, tous les Maliens sont concernés et tous les Maliens doivent être concernés. Et avec ça, je suis convaincu que nous allons sortir de la crise là. Mais ce que je vais demander aux deux politiciens, c'est qu'ils s'assument en éduquant leurs militants. C'est très important. Oui, absolument. C'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir le pouvoir, mais voir aussi l'éducation de la masse. Nous, on a besoin de militants qui peuvent s'assumer. On ne peut pas avoir seulement des gens qui nous suivent comme ça parce qu'on est un tel. Non. C'est-à-dire qu'il y a la cause qu'il faut défendre. Il faut s'approprier, comme il l'a dit, il faut s'approprier des choses et faire en sorte que vos militants politiques sachent quand même qu'ils ne sont pas derrière vous tous comme ça. Parce que nous, à la société civile, comme je l'ai dit, chaque fois qu'on envoie quelque chose là, on suit. C'est vrai que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous avez autre chose. D'accord. Alors, monsieur Dakono, rapidement, l'émission touche quasiment à sa fin. Je reviens encore. Est-ce que vous aussi, vous pensez que bon, tout ce grand dialogue, l'argent du contribuable a été dépensé et que ça va réellement servir à quelque chose et que ça va enfin propulser la locomotive, j'ai envie de dire. Au devant de, permettez-moi cette expression, au devant de la scène internationale. Moi, je poserais les termes plutôt ou je poserais la question en termes de ça devrait, parce que
dans la posture qui est mienne, quand les choses sont faites, on essaie d'analyser plutôt sur comment, sur quoi ça devait aboutir. Parce que vous avez parlé de l'argent du contribuable. Je pense que le dialogue a été organisé déjà au niveau des communes, donc c'est un élément qui est parti. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a quand même 3 groupes. Et ces 3 groupes par rapport à ce dialogue. Le premier groupe, c'est ceux qui veulent y aller, qui y croient. Même si le deuxième groupe faisait partie de ce premier groupe, mais ce deuxième groupe est là quand même, le groupe de M. Keïta, qui pense que ce dialogue, on n'y va pas dans le format actuel. Mais il y a un troisième groupe, c'est peut-être ce troisième groupe que M. Keïta rappelait tout à l'heure, c'est les gens qui pensent que c'est inutile, parce que on a déjà tout dit sur le Mali, les problèmes sont connus, on ne voit pas l'opportunité d'avoir un espace supplémentaire de dialogue. Mon sentiment est que toutes ces 3 opinions doivent être prises en compte. Et il appartient au premier plan le président de la République, mais comme il a déjà mis en place le triumvirat, il appartient à ce triumvirat de trouver le moyen ou les moyens de réunir ces 3 groupes et de faire en sorte que tous ces 3 groupes soient d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais on y va quand même. Donc d'être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord et d'aller, parce que c'est ce que cela impose en termes de situation, mais surtout de ne pas voir ce dialogue comme la fin d'un processus. J'estime que c'est beaucoup plus le début de quelque chose et ça devrait être appréhendé comme ça. Mais ce qui est surtout important, c'est que les gens se l'appréhendent. Mais si j'ai 2 secondes, quand même, je ne peux pas... j'ai vu rapidement après le j'accuse d'Émile Zola, je suis en colère de M. Keïta, c'est quand même quelque chose. On va vous dire que c'est le Mali qui compte. Absolument. Dans toute cette histoire, c'est le Mali qui compte. Alors, merci d'être passé nous voir, M. Baba Dakono, vous qui êtes chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, c'est ça? Et merci également à M. Amadou Bokar Teguete. Il est le vice-président du Conseil national de la société civile. Merci d'être passé sur ce plateau. On avait également M. Diarra, M. Siaka Diarra, qui est conseiller technique à la primature, qui représentait aussi la majorité présidentielle, il faut le dire, sur ce plateau. Et enfin, on avait Monsieur Keïta, qui est le représentant de la plateforme Anko Mali Drone. Vous voyez qu'en 52 minutes, on n'a pas pu explorer tous les contours de ce grand dialogue national inclusif. Donc, on aura l'occasion d'initier une série d'émissions consacrées exclusivement justement à ce grand projet fédérateur. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h30 pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à très bientôt. Merci.